Comment se propagent les fissures dans le cadre de la mécanique et de la physique de la rupture fragile? Comment cette même mécanique peut-elle nous aider à améliorer la fiabilité des composants aéronautiques sensibles tout en contribuant à la réduction de leur empreinte carbone? Je vous propose qu'on le découvre tout de suite grâce à l'expertise de Véronique Lazarus, professeure de mécanique des solides à l'ENSTA. Applaudissements, mesdames, messieurs. Bon, bonjour à tous. Alors, j'ai absolument pas l'habitude de ce genre d'exercice, donc je vais faire au mieux. Déjà un micro en main, c'est pas du tout mon truc. Donc, je suis professeur de mécanique des solides. Alors, je précise tout de suite parce que quelquefois, quand on entend mécanique, on se dit que c'est mécanique automobile, mais là, c'est mécanique au sens de Newton. Donc, on cherche à relier les sollicitations qu'on fait subir à un objet avec la façon dont il va se déformer ou bouger. Alors j'ai emmené, ça va être difficile avec le micro et bouger. Ça va l'effectuer. Voilà. Vous avez emmené, ah oui, vous commencez par une démonstration. Voilà. Alors je vais vous tendre le micro. Voilà. Une structure, pas aéronautique, mais bon, voilà, un objet. On va le solliciter. On entend ou pas? Ouais. Quand on le sollicite, il se déforme. Pas très fort. Ah. On va essayer l'autre. Donc quand on sollicite l'objet, on sait ce qu'on lui fait subir au bord. Et nous, on va chercher à prédire ce qui se passe à l'intérieur. Et on cherche à prédire ce qui se passe à l'intérieur pour voir si ça va tenir le coup, pas casser, et aussi connaître les déformations. Alors mon objet, là, il contient en fait une fissure, vous ne l'avez pas vu jusqu'à présent. Et mon travail, c'est de regarder à quelles conditions cette fissure va avancer et comment, quand on sollicite l'objet. Alors, donc moi, ma spécialité, c'est la mécanique de la rupture. Donc, on a une fissure dans un matériau, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'elle ne va pas bouger ou est-ce qu'elle va bouger et comment? Du coup, je vais peut-être reprendre ça. Ouais. Alors, donc vous êtes venu avec une présentation, Madame Lazarus. Oui, exactement. On va la regarder sur l'écran, on va l'envoyer. En fait, elle n'est pas sur l'écran. Ok. J'ai trouvé un peu simple, moi, un peu simpliste même. Je plaisante, évidemment. Alors, je vous laisse faire. Ça risque d'être compliqué. Mais non, mais comme vous m'aviez expliqué, c'était... Non, on va regarder ensemble. Ok. Je travaille depuis ma thèse sur la mécanique de la rupture, donc quand et comment une fissure va se propager. Alors, les enjeux principaux, c'est la sécurité. On ne veut pas que les objets industriels cassent, notamment en aéronautique. Depuis quelque temps, j'ai une préoccupation secondaire, c'est de me demander comment ce que je fais en mécanique de la rupture pourrait aider à la transition environnementale. Alors, on n'y pense pas tout de suite, mais en fait, il y a pas mal de façons de contribuer. Alors déjà, en aéronautique, ils ont la pression par rapport à la transition environnementale, donc ils proposent des solutions. Alors, ça peut passer par des nouvelles structures pour les moteurs, pour les avions. Donc là, je vous ai mis ce à quoi pourrait ressembler un moteur d'avion dans quelques temps. Donc, vous voyez, c'est un open fan. Il n'y a plus de carlingue autour. Et en plus, c'est très, très grand. Ça fait 4 mètres de diamètre. Donc, c'est plus grand que ce qu'on fait en ce moment. Donc, ça, c'est une voie pour améliorer le rendement. Une autre voie, c'est de changer de matériau pour monter en température. Et une des façons, c'est de mettre des monocristaux. Et les monocristaux, ils ont la particularité d'avoir des plans de rupture plus faibles que d'autres. Et donc, on peut avoir des trajets de fissure qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc on a du travail du côté de la mécanique de la rupture. Il faut s'assurer que ces nouvelles technologies, c'est comme ça, ne vont pas entraîner des accidents. On est arrivé à un seuil d'accident relativement bas en ce moment. Il ne faudrait pas qu'avec les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux, on en ait plus. Donc il faut s'assurer que tout ça, ça va se faire comme il faut. Bon, ça, c'est le degré 1 de ma contribution. Deuxièmement, des fissures, vous en avez dans toutes les structures aéronautiques. Dans tous les avions que vous prenez, il y a des fissures. Merci, c'est très rassurant. Ah oui, c'est rassurant. Mais si, je vais vous rassurer tout de suite. Parce que c'est conçu dès le départ du fait que ça va... Oui, et on les surveille. Et il y a des pièces plus ou moins sensibles, donc on va surveiller plus ou moins souvent.
Et il faut apprendre à vivre avec, il faut savoir dire qu'il ne va pas se passer quelque chose de dangereux jusqu'à l'atterrissage, au moins. Oui, non, mais au moins. Parce qu'il y a souvent des petits problèmes pendant le vol. Mais on peut intervenir. Vous continuez vraiment sur ce chemin-là. Je suis désolée, mais n'empêche qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents. Donc on sait contrôler, on sait prédire quand ça va devenir dangereux. Alors, donc ça veut dire que c'est dans un environnement où il n'y a pas d'aggravation a priori de la. Non, alors je reviens peut-être à mon moteur ici. Pour l'instant, vous avez une carlingue autour. Enfin, une enveloppe. Donc, si jamais il y a une ailette qui casse, qui arrive de temps en temps, elle est récupérée par cette carlingue. Et puis, on intervient quand on est au sol. Par contre, le disque, il ne doit absolument pas casser, parce que si lui, il casse, là, c'est le drame. Donc, on a des pièces sont catégorisées en fonction de niveau de danger. Donc là, avec ces nouveaux moteurs, les ailettes, là, des turbines, vont devenir des pièces critiques. Parce que celle-ci, il ne faut absolument pas qu'elle casse, parce que si elle casse, elle risque d'aller dans l'habitacle, tout ça. Voilà. Bon, donc on maîtrise ça assez bien, et ils font tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Donc rassurez-vous, mais vous ne pouvez pas voler dans un avion sans fissure, c'est juste impossible. C'est impossible à concevoir, il y a toujours des défauts dans tout ce qui nous entoure. Sauf que c'est prévu dans la marge de tolérance, c'est prévu dès le départ dans la conception, c'est prévu avec les matériaux. Oui. D'accord. Donc voilà, on surveille et puis c'est prévu dans la construction, effectivement, et tout ça. Alors justement, quand vous parlez de tolérance, donc on prédit des durées de vie et ça va impacter les opérations de maintenance, les opérations de changement de pièces. Alors en général, ce qu'on fait, on a une approche tolérance aux défauts, parce que dans toutes les pièces, il y a des fissures, et on va se poser la question, est-ce que cette fissure va devenir dangereuse ou pas ? Et ça va déterminer vos périodicités des maintenances. Ça va aussi déterminer le moment où vous allez réparer une pièce ou alors la changer. Alors à l'heure actuelle, on a des modèles plus ou moins compliqués, plus ou moins simplifiés, et on rajoute des marges de sécurité pour être sûr. Bon, ces marges de sécurité, elles sont vraiment bien au-dessus. Donc on peut se demander, est-ce que si on améliore les modèles, on ne pourrait pas certifier des durées de vie plus longues, sans prendre de danger, parce que c'est quand même l'objectif, c'est pas que l'avion n'arrive pas à... Voilà, mais il y a de la marge de manœuvre pour faire mieux. Donc je travaille un peu là-dessus. Et un troisième aspect, c'est œuvrer à l'élaboration de matériaux plus performants en termes d'impact environnemental, tout en étant plus résistants. Alors, on peut imaginer qu'on va optimiser l'allègement des structures. On peut aussi travailler sur la réparation, par exemple en utilisant la fabrication additive, ou encore sur le recyclage des matériaux. Alors, je vais passer à la slide suivante et je vais rentrer un petit peu dans un côté un peu plus technique pour essayer de vous faire comprendre en quoi c'est difficile de prédire la propagation des fissures. Alors, j'ai une petite manip que vous pourrez faire. D'ailleurs, quelqu'un peut la faire. Voilà. On va faire passer ça dans le public. Est-ce qu'il y a un cobaye ou volontaire, ou voilà. volontaire ? Parce que c'est pas de la magie du tout. Ça va être simple. Je ne fais pas de la science occulte. Il y a une des feuilles qui est entaillée, si vous regardez bien, et il y en a une qui ne l'est pas. Celle-là est entaillée. Ouais. Donc, vous prenez la feuille, comme ça. Je crois qu'il ne marche pas celui-là. Si L'autre marche mieux, alors. Ouais, okay. Le mien marche. Voilà, vous êtes prêts, vous tirez dessus, vous essayez de la casser. Voilà. Eh ben, il y a un monsieur qui a gagné plus facilement que le deuxième monsieur. Oui, c'est évident. Bravo, merci pour votre contribution à la science. Et non, c'est pas que de l'entraînement. Et d'ailleurs, vous avez le réflexe aussi, si vous voulez couper une feuille, vous allez d'abord faire une petite entaille avant de tirer dessus. Alors ça, c'est de l'empirisme, mais on a raison, parce que une fissure présente, c'est quoi l'idée derrière? Alors en fait, la fissure, elle a un pouvoir, un effet de pointe. Elle va concentrer le chargement que vous appliquez à l'objet en pointe de fissure. Donc ça décuple les efforts que vous appliquez, ça va vraiment se concentrer en pointe de fissure. C'est ce qu'on peut visualiser là par photoélasticité. Vous avez une pointe de fissure et vous voyez ces lobes. Alors c'est peut-être un peu technique, mais je pense qu'on voit bien à l'œil qu'il y a un effet de pointe. Enfin, les lobes voilà. Et c'est pour ça que c'est plus facile de casser quelque chose qui est déjà entaillé. Alors le contrepoids, c'est qu'il y a des mattes derrière
qui nécessitent de traiter de problèmes de singularité. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles. Il y a des bifurcations, il y a, voilà. Pour nous, en apparence, c'est très simple. Ouais, mais ce qui est à l'œuvre dans ce qui vient de se passer est ultra complexe, en fait, à modéliser. Alors, je n'ai pas voulu vous mettre d'équation. Non, vous avez bien fait. Je peux vous donner, vous allez voir sur ma page web, vous allez en trouver. Et l'autre contrepartie, donc il y a le côté maths, et l'autre contrepartie, c'est que la propagation de fissures, elle va être très sensible aux hétérogénéités que vous avez, parce que vous avez un effet de pointe. Donc c'est une petite pointe dans une structure globale. Donc ça m'amène au slide suivant. C'est un problème en fait qui est multi-échelle complexe, parce qu'il faut traiter du chargement qui se passe à l'échelle de la structure. Imaginez par exemple une aile d'avion qui flotte à cause de la mécanique des fluides autour, mais la fissure, elle va avancer dans le matériau, donc à petite échelle. Donc il faut prendre à la fois en compte la grande échelle, mais aussi la petite. Alors je vous ai mis une petite manip que j'aime bien présenter. Alors il s'agit d'une résine. Dans cette résine, vous avez des fibres qui sont orientées, et du coup, c'est plus facile de casser dans la direction des fibres. C'est des plans de faiblesse. Entre la première et la deuxième ligne, ce qui change, c'est uniquement l'orientation des fibres. Et vous voyez qu'en haut, la fissure, effectivement, elle va tout droit. Elle reste horizontale. Ouais. Et dans la deuxième, elle part aussi entre les fibres, elle va tourner. Alors, ce qui est un peu plus... Ça, on s'y attendait, parce qu'on a les fibres qui fragilisent. Mais entre la deuxième et la troisième, qu'est-ce qui change? Vous avez la même orientation des fibres. Par contre, vous avez une structure différente. La forme de l'objet est différente. Le chargement macroscopique est différent. Et l'idée, c'est que vous puissiez prévoir la direction de la fissure au maximum. Ouais, et puis quand ça va partir, et en l'occurrence, quand ça va partir, ça dépend aussi où ça va partir. Donc, on arrive à des précisions importantes aujourd'hui, ou c'est encore du domaine du tâtonnement? Alors, non, on arrive à faire des choses quand même, mais on peut les améliorer. Au premier ordre, on arrive à faire des choses très bien, et j'en parlerai sur ma dernière slide. Si, on fait pas mal de choses. Ok, donc à la fois l'échelle macro et l'échelle microscopique. Alors ensuite, on se dit, peut-être que vous voyez que la microstructure a beaucoup d'importance, peut-être qu'on peut travailler dessus pour optimiser sa forme et rendre les matériaux plus résistants. Donc on va parler d'optimisation topologique du matériau. Par exemple, pour réduire la masse de l'objet, on pourrait se dire, est-ce qu'on peut mettre des porosités, rendre le matériau plus léger. C'est ce qu'on voit à l'intérieur de l'aile, là? Oui, alors l'aile à gauche, c'est optimisé, mais ce n'est pas optimisé par rapport à la fissuration dans le matériau. Là, c'est optimisé par rapport à la rigidité de l'aile et par rapport à son poids. Garder une masse suffisamment faible tout en ayant une rigidité suffisante. Voilà, exactement. Alors après, on peut se dire, est-ce que le matériau, on peut le rendre plus tenace en jouant sur la microstructure? Ça, c'est pas si facile que ça. Sans bouger le poids. Oui, sans bouger le poids, en changeant les formes. Et ça, c'est compliqué. Alors, pour vous l'illustrer, je vous ai mis un composite stratifié avec des bandes plus ou moins tenaces. À gauche, vous avez la fissure qui est dans la bande jaune, qui est la moins tenace. Ça va être facile d'avancer. Mais maintenant, vous prenez le même matériau en moyenne, vous le tournez, et vous faites avancer toujours la fissure dans ce matériau. Ce coup-ci, ce qui va gagner, c'est les bandes les plus tenaces. Donc, en fait, on ne peut pas juste dire la tenue à la rupture du matériau, c'est une moyenne volumique. Et donc, voilà. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'outils d'optimisation des propriétés de propagation de fissures. On essaye, on travaille dessus. On en est aux prémices, vous voulez dire. Peut-être un peu plus que les prémices. On est au milieu du gué. Voilà. Mais tout ça, c'est des travaux à longue haleine. Moi, je travaille dessus depuis une bonne vingtaine d'années, si ce n'est pas plutôt bientôt 30. Oui, on va dire au milieu du gué, alors, parce que sinon ce serait déprimant. Après, je ne suis pas la seule. Tout ça, c'est des travaux où on est plein à travailler dessus. Mais la recherche, ça ne donne jamais des trucs super du jour au lendemain. Il faut vraiment réussir à passer au-delà de dire on met l'argent pour demain. Il faut aussi mettre de l'argent pour maintenir les connaissances et que ça fructifie à long terme. Et on l'oublie un petit peu quand même en ce moment. Donc notre métier n'est pas facile. Donc, si on n'était pas passionné, je pense qu'on aurait du mal à aller jusqu'au bout. Alors, j'en arrive à ma dernière slide avec mes travaux, en fait, sur ce que je peux apporter ou ce que j'essaye d'apporter sur le mieux prévoir la propagation de fissures. Alors, j'ai notamment 3 axes de recherche.
Le premier, c'est de mieux prendre en compte les hétérogénéités du matériau. Alors, vous avez de gauche à droite. Alors, à gauche, c'est dans un moteur d'avion, une fissure d'impact. Et vous voyez la forme, c'est le front de fissure. Il est biscornu. Et souvent, dans les modèles, on va simplifier, on va mettre une fissure circulaire. Là, j'ai eu une thèse avec Safran récemment dessus. On a développé un modèle qui n'est pas classique du tout pour prendre en compte ces formes complexes. Et on a réussi à montrer qu'en fait, on peut améliorer, certifier des durées de vie plus longues en prenant en compte ces formes. Au milieu, c'est 2 plaques de verre avec une interface avec un pattern de Saint-Gobain. Et là, leur idée, c'était de patterner ces interfaces pour les rendre plus résistantes, mais à la fois aussi plus performantes au niveau énergétique. Et là, vous avez une fissure qui se propage dans l'interface. Je ne suis pas sûre qu'on voie très bien. Il y a un front qui est un peu tordu, qui est arrêté localement par la bande blanche. Et ça, on travaille dessus pour essayer de le modéliser. Ce n'est pas si facile que ça. À terme, l'application, c'est quoi? C'est avoir des vitres, c'est quoi le matériau final? Oui, c'est des vitres avec plus résistantes à l'impact, ou enfin qui diffusent l'impact de façon la fissure des vitres feuilletées avec oui, des interfaces voilà. on pourrait imaginer de mettre des motifs plus ou moins compliqués pour que ça se délamine moins et que ce soit aussi plus efficace au niveau thermique. Et le dernier, c'est une thèse qui a été soutenue l'an dernier, où on a essayé de regarder l'influence de zones poreuses sur la vitesse d'avancée de la fissure. Et on a montré qu'en fait, une zone poreuse, ça peut être assez intéressant parce que ça permet d'emmagasiner, au moins temporairement, l'énergie qu'on met dans l'objet. Ça agit un peu comme des ressorts. Et donc, ça ralentit l'avancée de la fissure. La contrepartie, c'est que quand ça lâche de façon plus abrupte. Voilà. Bon, là, pareil, pour vraiment optimiser ce phénomène, il y a encore du travail à faire. J'ai combien de temps encore de parole? 2 minutes, on va prendre les questions du public. Ok, alors je vais aller très vite. On peut aussi travailler sur la façon dont on prend en compte le chargement. Alors je reviens à un moment sur le bloc. Donc, j'ai ma fissure. On décompose en général en mode 1, qui est ouverture. Mode 2, c'est cisaillement plan. Et mode 3, c'est anti-plan. On maîtrise... Attends, je vais reprendre celui-là. Je jongle. On maîtrise assez bien la propagation si on n'a que du mode 1 et du mode 2. Le mode 3, c'est un peu plus compliqué. Déjà, il y a un aspect 3D qu'on n'a pas dans le 1+2. Et ensuite, la fissure, alors ça, vous le devinez sur l'image, je ne vais pas rentrer dans les détails. Même si au début, elle était belle et lisse, elle va développer des structures compliquées. Et ces structures ont un avantage, c'est qu'elles retardent la propagation de fissures. Donc là, on développe des modèles multi-échelles pour essayer de quantifier de combien on retarde. Mais est-ce qu'en 20 ans, vous avez des nouveaux modèles, des nouveaux matériaux, des nouveaux modes de calcul qui vous font progresser dans votre champ d'expertise? Alors, c'est toujours un peu les mêmes méthodes. C'est mécanique des milieux continus. C'est des méthodes asymptotiques en maths, couplées avec du numérique. Et le numérique ne permet pas une avancée particulière dans votre champ de recherche? Non, parce que le numérique, vous mettez du bruit. Par exemple, ces structures que vous devinez là, pour les modéliser numériquement, proprement, sans être dans le bruit de calcul, ce n'est pas évident. Donc vous êtes obligé de faire des approches multi-échelles pour zoomer et puis dézoomer. Enfin voilà, ce n'est pas si simple que ça. Le numérique ne fait pas tout. Et puis moi j'aime bien mettre en face de tout ça des manips et essayer de faire coller de façon quantitative. Pour que, sinon on peut raconter tout et n'importe quoi, mais il faut que ça tienne quand même. La méthode scientifique avant tout. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Véronique Lazarus. Ouais. Merci à vous. On va prendre vos questions. On peut l'applaudir. Qui veut se lancer pour la première question? On vous passe un micro, monsieur, au premier rang. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Une question sur la place de l'empirique, justement. C'est un des derniers sujets que vous avez mentionné. La place de l'empirique dans les découvertes et puis dans la consolidation des modèles ensuite. Ouais, alors moi je dirais que j'aime bien le couplet mécanique et physique, donc avoir une idée du phénomène qui est derrière, mais ça suffit jamais. Hein, il faut
faut mettre les maths qui vont bien, les poser comme il faut, aller vérifier si les expériences, ça colle. Mais les modèles avec plein de paramètres, parce qu'il y a aussi un peu cette tendance, si on met suffisamment de paramètres dans le modèle, finalement, ça va marcher. Mais vous allez plus savoir comment il faut agir pour améliorer les choses. Donc j'essaye, moi, de travailler à des modèles minimalistes pour que je comprenne les ingrédients physiques qui sont dedans, dans l'idée, après, qu'on puisse intervenir. Voilà. Est-ce que ça répond à votre... Une autre question dans le public? Oui, monsieur, on vous fait passer un micro tout de suite, de façon à ce que celles et ceux qui nous regardent en streaming puissent entendre votre question, qui sera, à n'en pas douter, d'une grande pertinence. Merci pour votre présentation très intéressante. Moi, quand j'étais à l'école, j'adorais les maths et la physique, ça fait bien longtemps. J'ai appris avec effarement ce matin, je ne suis peut-être pas très au courant, que la physique, non, plutôt les maths, ont été supprimées du cursus scolaire à partir de la première, je crois, donc l'âge de 17 ans. Je ne sais plus pendant combien d'années. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Au secours. Ah ouais. Au secours. Combien de temps pour remonter la balance ouais. de Ça cet a arrêt? surtout eu une incidence sur les femmes dans les sciences. Parce qu'il y a une baisse de 9% contre 15% apparemment, d'augmentation parce en Europe. qu'elles sont plus scolaires et du coup, elles ont moins leur place quand il y a moins de maths. Après, je pense qu'on casse très très vite la base scientifique. Les sciences, c'est quelque chose, là je tiens à le dire, quelque chose qui se bâtit à long terme. Si on oublie ça, on érode la base et puis ça va faire comme la fissure. Un jour, ça va casser, on va rien comprendre. Et vous, les deux feuilles, vous les recollez pas comme ça du jour au lendemain. Voilà. Donc oui, moi je pense que c'est... Et c'est tout l'état d'esprit en fait en ce moment. Hein. De voir au-delà, non, il faut des retombées pécuniaires rapides, sinon on ne met pas d'argent. Hein. C'est un peu ça, hein. C'est difficile. Alors j'ai un dernier slide quand même là, où j'ai quelques financeurs qui ont contribué. Alors on se dit c'est chouette. Ah. Si, c'est bon, on va vous le... Revenez juste un petit peu en arrière, on va le mettre à l'écran, c'est le précédent. Voilà. Quelquefois, on voit des panneaux où il y a plein de logos, où on se dit, bah ouais, chouette, il y a plein de financements. Bah, c'est pas toujours bon signe, en fait. C'est que quelquefois, il faut bricoler, obtenir plein de financements pour arriver au bout de ses peines, quoi. Et finalement, on passe beaucoup de temps à monter les projets, mais aussi à les évaluer. Après, vous citiez Safran, ils ont un intérêt direct, pour le coup, et très tangible à vos recherches. Mon exemple, hein, j'ai commencé donc, il y a plus de 25 ans. C'est mon premier contrat industriel. Hein. Donc j'ai quand même eu sur la méthode numérique, c'est un code que j'ai écrit en 2003. J'ai dû avoir 4 thésards sur le sujet avant que ça intéresse Safran. Donc là, c'est en train de passer, ils m'ont dit, à TRL. Alors moi, c'est un langage que j'utilise pas trop, hein, TRL 4, en peu de temps. Mais voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si on veut vraiment des nouvelles méthodes qui tiennent la route... TRL, on explique ce que ça veut dire? Alors, ouais, TRL, c'est pareil, hein, c'est des industriels qui utilisent ça. 0, c'est académique. On se pose des questions et on fait des modèles. Plus on s'approche du 5, je crois que 5, c'est appliqué. C'est dans les bureaux d'études. 4, c'est à la porte du bureau d'études. Voilà. Là, vous êtes en train de gratter à la porte. Ben ouais, apparemment ils ont. Et puis j'ai eu un bon contrat d'accompagnement, ça m'a permis d'aller en conférence, en mission. Donc ouais, mais ça a quand même mis plus de 20 ans, quoi. Mais il y a encore des jeunes, vous parliez de thésards, qui sont intéressés par ce domaine de recherche et qui vous rejoignent. Alors en ce moment, j'ai de l'argent, j'ai le problème de riche, mais je trouve plus de thésards. Ouais, non, mais c'est. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est hyper difficile. On va prendre une dernière question, monsieur. Ouais. Oui, merci beaucoup pour tout ça. Vous parlez de codes de calcul qui sont plutôt frugaux pour essayer de les maîtriser, d'en sentir un peu les évolutions. Mais aujourd'hui, on voit des centres de calcul intensifs qui sont de plus en plus performants. Par exemple, on calcule les connexions dans le cerveau à l'aide de calculateurs du CEA, c'est monstrueux. Et on se dit que c'est bien plus complexe. Et pourtant, vous dites que ça nécessiterait des simulations plus profondes. Est-ce que les HPC qu'on a aujourd'hui, qui atteignent des performances incroyables, pourraient changer la donne et est-ce que vous étudiez Alors moi, justement, je prends un peu le contre-pied. Okay. J'essaye de ramener des modèles pas trop lourds,
avec le moins de besoin de calcul possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. De toute façon, on n'arrivera jamais, et puis ça ne sert à rien d'aller simuler ce qui se passe au niveau atomique, atome par atome, pour la tenue Et après, de vous l'avion. disiez que ça rajoute du bruit numérique tout à l'heure. En plus du bruit numérique, puis il y a des questions sur les modèles qu'on met dedans, d'interaction, enfin bon. Voilà, donc moi j'essaye, dans la mesure de mes possibilités, d'avoir des modèles le plus simples Donc vous possible. récupérez de vieux supercalculateurs d'il y a 10 ans, on dit c'est bon. Ouais. Là, il y a un calcul, par exemple, celui du milieu, il est quand même... c'est des champs de phase et ça met quand même du temps, c'est fortement non linéaire, ça met du temps à tourner. Mais on arrive à le faire tourner maintenant sur des ordinateurs de bureau. Ça, c'est une autre bombe à retardement, à mon avis, hein, les besoins en calcul. Hein. Parce que là, je vous ai présenté l'aéronautique, maintenant on y fait attention. Mais à la vitesse où ça va, nos besoins en calcul, voilà. Merci encore pour cette note d'espoir, Véronique Lazarus. Oui, mais moi je suis optimiste quand même. Hein. Ah, voilà, on est optimiste. Merci, on vous applaudit chaleureusement. On se retrouve dans 2 petites minutes pour parler fusion nucléaire. Est-ce que c'est la clé pour sauver la planète ? À tout de suite.